Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ce sera sans Seedorf, l'entraîneur des Lions Indomptables, limogé ce mardi par la Fédération camerounaise de football pour résultats insuffisants à la CAN Égypte 2019. Le communiqué de la FECAFOOT est en tête du journal. Ce sera désormais plus cohérent au sein des cellules de communication. Ces chevilles ouvrières de la communication gouvernementale découvraient la vision du ministre René Emmanuel Sadi au cours d'un atelier ce mardi à Yaoundé. Ce sera avec la contribution de tous les acteurs concernés. Les conditions pour l'élaboration du budget 2020 sont expliquées cette semaine à toute la chaîne du processus par le ministre des Finances. Nous ferons le point des travaux. Voilà pour les titres. Ouvrons donc le journal avec la nouvelle du jour. Clarence Seedorf n'est plus l'entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables. Un communiqué signé ce 16 juillet par le président de la Fédération camerounaise de football annonce également la fin des fonctions de son adjoint Patrick Kluivert. Le tandem nommé il y a un peu moins d'un an à la tête de l'équipe nationale masculine de football paie ainsi, je cite, la sortie prématurée des Lions Indomptables du Cameroun de la CAN Égypte 2019. Et on peut dire que c'était un peu prévisible, Luc Periwanji. Le limogeage de Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert, première conséquence de l'expédition foireuse du Cameroun à la CAN Égypte 2019. Selon le communiqué de Seydou Mbonjoya, sa décision de mettre fin aux fonctions de l'entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables est le fruit d'une concertation avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Depuis l'élimination du Cameroun de la CAN 2019, on savait le néerlandais Seedorf sur un siège éjectable. Son éviction actée confirme le cri des sirènes qu'il annonçait partant. Dès lundi, Narcisse Mouelé-Combi avait donné le ton et lancé l'alerte sur l'antenne de la CRTV, dont l'émission Présidence Actu. La question du maintien de M. Seedorf à la tête de notre sélection Fagnon est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver une réponse en termes de reconduction. Dans un décryptage au vitriol, la mine serrée, le ton grave, le ministre des Sports désignait déjà, et son faux fuyant, le principal coupable de la débâcle des Lions Indomptables. L'incapacité de l'entraîneur-sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente. Ainsi, en 4 matchs, on a dû constater qu'il a aligné 4 équipes différentes. Sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline. Des choix tactiques inefficaces et peu cohérents, ainsi que des classements hasardeux. À cela s'ajoute à l'évidence des systèmes de jeu contre-productifs sur le plan offensif et défensif. Après le fiasco enregistré en terre égyptienne, on n'attendait pas moins que les conséquences soient tirées. Désormais, c'est fait. Clarence Seedorf y laisse des plumes et peut s'envoler vers d'autres horizons. Seulement un an après son arrivée en grande pompe à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Sur ce sombre tableau qui déteint sur l'ensemble du mouvement sportif national, le bémol vient heureusement du volleyball. Dans cette discipline-là, les victoires s'enchaînent et rassurent, tant chez les messieurs que chez les dames qui viennent d'être consacrées pour la 2e fois consécutive championne d'Afrique. Évariste Eyanga explique ici les clés du succès à la Fédération camerounaise de volleyball. Encore un succès, un trophée de la CAN féminine de volleyball remporté en Égypte dimanche dernier. La clé de ce succès et des précédents est un secret à 4 explications. La première est l'appui constant des pouvoirs publics qui mettent à disposition des infrastructures modernes, de plus en plus. Le ministère des Sports, c'est grâce à ce ministère que nous pouvons nous entraîner dans un palais comme celui qui est derrière moi. Avant cela, nous nous entraînions sur du goudron. Il y a ensuite l'ouverture accrue des joueurs et joueuses vers les championnats professionnels. Les athlètes eux-mêmes, et là il faut louer la détermination de ces dernières, leur professionnalisme et leur envie de se surpasser. Le plan d'action fédéral contribue aussi au succès. Le management est axé sur les résultats. La formation dès la base et le suivi de carrière en sont des illustrations.
Aujourd'hui, la Fédération camerounaise de volleyball peut se targuer d'avoir plus d'une cinquantaine de centres de formation agréés. Nous avons plus d'une centaine de moniteurs formés par la Fédération internationale de volleyball et la Fédération camerounaise de volleyball. Donc, nous avons mis sur pied ce programme des jeunes qui a abouti très vite. Les partenaires aussi jouent leur partition. Une entreprise italienne a pour charge la construction des gymnases modernes, une autre de droit français aussi. Et d'autres, au niveau local, s'occupent de la couverture médicale. Grâce à leur appui, nous arrivons à gérer un certain nombre de problèmes logistiques, financiers et qui permettent de suppléer l'État lorsque l'État n'est pas là à temps. Dès vendredi prochain, la sélection nationale masculine va, elle aussi, à la conquête d'un nouveau succès en Tunisie, la CAN masculine de volleyball, au cas où le secret à 4 explications aura encore fonctionné. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Autre chose à présent, les habits neufs de la communication gouvernementale qui sont sur le chantier à Yaoundé. Ce mardi, le ministre René Emmanuel Sadi a rassemblé les chefs des cellules de communication de tous les départements ministériels. Un atelier pour coordonner et harmoniser la communication gouvernementale. Oswald Modon présente ici les contours de cette nouvelle vision. Si la communication gouvernementale telle qu'elle se fait actuellement au Cameroun donne des résultats satisfaisants, elle est encore perfectible. Dans un environnement où toute action n'est pas toujours concertée, il est impératif de recadrer les choses pour de meilleurs résultats. En réunissant les chefs des cellules de communication des ministères, l'objectif du porte-parole du gouvernement était clair. La plateforme rénovée de la communication gouvernementale qui est au menu de la présente réflexion porte de ce fait sur 3 axes. Une information crédible et permanente sur l'action quotidienne du gouvernement. Une projection valorisant de ses réalisations au sein de l'espace public national et international. Une présence optimale de la voix du gouvernement dans les grands moments de la vie de la nation. La vision impose une méthodologie qui revisite dans un premier temps le dispositif institutionnel, interroge son efficacité et fait des propositions pour son amélioration. Dans cette optique, une attention particulière devrait être portée sur la gestion communicationnelle des situations de crise d'une part et d'autre part sur la nécessaire appropriation des communications digitales au sein de l'appareil gouvernemental. Il est question d'informer les populations et les acteurs clés sur la vie de la nation et par ricochet, promouvoir l'image du Cameroun à l'international. Cet exposé au total ont permis aux participants d'être sur la même longueur d'onde. L'impératif qu'il fallait pour mettre sur pied la nouvelle donne de la communication gouvernementale, telle que souhaitée par les pouvoirs publics. Les CELCOM, comme on les appelle affectueusement, devront donc faire leur aggiornamento, réviser et actualiser leur fonctionnement et leur rôle même au sein du dispositif communicationnel gouvernemental. Alors, qui sont-ils? Que font-ils pour relayer la vision du gouvernement et pour expliquer les politiques publiques dans un monde aujourd'hui où la communication est devenue le pouvoir suprême? Voici le regard de Éric Benjamin Lamère. Chargé entre autres du suivi de la mise en œuvre de la stratégie et de la politique de communication des différents ministères, les chefs de cellules de communication doivent assurer la visibilité, la lisibilité ainsi que l'adhésion des autres acteurs sociaux aux politiques publiques implémentées dans leurs secteurs respectifs. Le rôle des cellules de communication dans différents départements ministériels, c'est de collecter l'information produite par différents ministères, mais également de collecter l'information qui concerne ces ministères, d'analyser ces informations et de permettre aux chefs de département ministériels de prendre des décisions essentielles. Maillon essentiel dans la chaîne de transmission de l'information tant en interne qu'en externe, le rôle de ces acteurs n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, ce qui plombe leur efficacité. Ce peu d'efficacité est d'abord lié à une réelle faiblesse structurelle. Les cellules de communication ne doivent pas
doivent non pas être rattachés au secrétariat général, mais davantage au cabinet du ministre. L'information, le reflet de la réalité va très vite. Il est important que lorsqu'il y a un problème, que le ministre puisse y apporter une solution la plus rapide qui soit. Et pour apporter la solution la plus rapide qui soit, il faut qu'il soit informé le plus tôt possible. Et pour être informé le plus tôt possible, il faut que la suite de communication puisse joindre immédiatement lorsqu'il y a un fait qui perturbe ou qui arrange éventuellement, que le ministre puisse en être informé. Cette structuration jugée peu pertinente peut aussi expliquer l'indigence des ressources tant humaines que matérielles qui caractérisent ces cellules de communication. Il faut également donner tous les moyens logistiques et matériels nécessaires. Il faut aujourd'hui renforcer un aspect très important, la formation. Il faut que les responsables des cellules de communication et leur personnel, comme pour d'autres corps de métier, renouvellent souvent leurs connaissances. L'urgence d'une profonde mutation de ces structures en l'arrimant aux exigences d'un environnement communicationnel totalement métamorphosé est donc impérative. En économie, le budget 2020 se prépare au Cameroun. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ouvrait ce mardi 2 journées de travaux consacrées à l'explication du contexte et des défis de ce prochain budget. Explication adressée à tous les responsables techniques concernés. Détails sur cette session préparatoire à l'élaboration du budget 2020 avec Marie-Laurence Nke. Ils sont près de 300 participants, directeurs en charge des questions financières, de planification, responsables techniques des administrations intervenant dans le processus d'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2020, à prendre part à ces travaux. Des travaux qui prendront en compte certaines innovations, notamment la loi portant code de transparence et régime financier de l'État. Tout cela a considérablement modifié le processus de préparation du budget de l'État. Nous avons également les engagements du gouvernement vis-à-vis du programme économique et financier. Cela nécessite donc que tous les acteurs de la chaîne budgétaire se retrouvent pour faire le point déjà de la préparation du budget de l'exercice dernier et partager ces contraintes-là. Le budget 2020 de l'État va marquer le début de la seconde phase de la vision 2035, au terme de laquelle le Cameroun envisage de devenir un pays à revenus intermédiaires à tranche supérieure. Et pour cela, de nombreux défis sont à relever. Nous avons la sécurité, le CHAN et la CAN 2021 qu'il faut organiser. Nous avons également les priorités de la deuxième phase de la vision, à savoir le renforcement de la croissance inclusive, la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme. Il est donc question de préparer les esprits à ces différents défis et fournir aux différents responsables techniques une meilleure appropriation des innovations du cadre réglementaire pour conduire à bien la préparation du budget 2020. Restons dans ce domaine, l'économie et des finances, pour évoquer l'atelier ouvert hier à Douala sous l'égide de la BAD et de la BEAC sur le développement du marché financier unifié en Afrique centrale. Les travaux regroupent les experts financiers de la zone CEMAC et ceux de l'Union monétaire ouest-africaine. Attendu à la fin de ces échanges demain mercredi, la validation des textes normatifs qui devraient encadrer le marché des valeurs du Trésor dans la sous-région Afrique centrale. Sur le rôle de la BEAC dans ce marché unifié des capitaux, je vous propose d'entendre ici les explications de Caroline Idrissou. Elle est la représentante du gouverneur et s'entretient à Douala avec Joseph Itote. Pour financer leurs économies et améliorer par effet d'entraînement les conditions de vie des Africains, les pays du continent et tout particulièrement ceux de la zone CEMAC doivent mobiliser d'importantes ressources financières. La problématique de financement de nos économies est d'actualité. Avec des besoins en infrastructures évalués à près de 135 milliards de dollars par an, il est clair que les banques commerciales qui sont aujourd'hui les acteurs de financement des économies, combinés aux partenaires au développement que nous sommes, nos ressources ne sont pas du tout suffisantes. La fusion des bourses, des valeurs mobilières de Libreville et de Douala apparaît donc comme une réponse à ce déficit des moyens financiers. Cependant, cette union est loin d'être une panacée. Les pays de la CEMAC doivent œuvrer pour l'amélioration du cadre normatif
informatif. Et c'est tout l'enjeu des travaux de Douala. Nous attendons qu'il y ait une montée en puissance dans la réflexion et même dans l'action. Maintenant que les bourses sont unifiées, on se sent plus fort, on va à la conquête des marchés plus vastes, on recherche davantage d'argent, il y a davantage d'opportunités, il y a un approfondissement dû à l'harmonisation et il ne pouvait avoir meilleur moment que ce moment. Et pour cela, il faut réfléchir à encadrer avec des textes qui soient pertinents. L'expertise de la Banque africaine de développement, combinée à l'expérience de l'Union monétaire ouest-africaine, permettra à la sous-région Afrique centrale de répondre efficacement aux besoins de financement durable avec un marché financier attractif et performant. C'était donc un reportage de Joseph Itote à Douala. Dans l'enseignement secondaire, le paiement par voie électronique des frais de scolarité et autres frais d'examen va se poursuivre en s'améliorant. Madame le ministre Nalova Lyonga rassurait en ouvrant une session d'évaluation de cette innovation ce mardi au lycée de Nkolbison, non loin de Yaoundé. Voici le compte rendu de ces travaux avec Valentin Coadeux de CRTV Centre. Un an après la mise sur pied du paiement des frais en ligne, il était question de faire le bilan. Nous avons une idée globale de tout ce qui peut être collecté comme fonds par les établissements publics. Pour l'année en cours qui vient de s'achever, on a fait 16 milliards. Les autres années, c'était difficile de l'avoir. La deuxième chose, c'est la contribution que cela fait dans l'encadrement des enfants. En dépit de ces bons points enregistrés, le processus a connu quelques insuffisances. Nous avons déjà relevé la mise à disposition tardive des fonds. Autre chose relevée par les collègues, dans les zones reculées, il n'y avait toujours pas la disponibilité des opérateurs téléphoniques pour que les parents puissent faire leur paiement. Le présent atelier a permis aux opérateurs de téléphonie mobile de prendre en compte les faiblesses du concept. C'est une banque commerciale, en l'occurrence Afriland First Bank, qui va centraliser les montants collectés. Pour les zones reculées, il est prévu que les chefs d'établissement seront capables de vérifier l'effectivité du paiement à partir d'un code USSD. Le système de digitalisation mis sur pied par le ministère des Enseignements secondaires vise une meilleure visibilité et traçabilité des fonds. Et voici le UN Spider expliqué au Cameroun, l'atelier qui rassemble les acteurs du ministère de l'administration territoriale et des experts du programme des Nations Unies pour la prévention des risques et autres catastrophes s'est ouvert ce mardi ici à Yaoundé. Il s'agit pour le Cameroun, à travers la direction de la protection civile au MINAT, de maîtriser l'utilisation des données spatiales dans la réduction des risques et des catastrophes et une appropriation qui devrait permettre à notre pays d'adhérer à la charte internationale dénommée Espace Catastrophe Majeure. Séverin Alégambélé, le point des travaux. À première vue, l'échange ouvert à l'hôtel Montfeu par le ministre de l'administration territoriale est assez technique. Il met en relation fusionnelle pendant 2 jours les experts du programme des Nations Unies en charge de la prévention des risques et des catastrophes par l'utilisation des données spatiales et les acteurs de la protection civile camerounaise. Mais le fond du sujet est proche de nos préoccupations quotidiennes, la prévention du risque. Le changement climatique a provoqué depuis un certain temps des situations que personne ne peut maîtriser. Il y a des vents violents, il y a des pluies torrentielles en pleine saison sèche. Nous avons des éboulements, des glissements de terrain. Et il est question aujourd'hui de faire une évaluation des zones dangereuses, des zones qui peuvent être touchées par des catastrophes naturelles et de mettre sur pied un document de référence qui permet à la direction de la protection civile et qui permet à tous nos partenaires d'agir à temps. L'équipe multidisciplinaire de UN Spider, conduite par Jean-Carlos Villegrand, est au Cameroun pour 5 jours, à la fois pour animer cet atelier et évaluer le dispositif national de collecte et d'exploitation des données sur les risques et les catastrophes. Il faut dire qu'au Cameroun, des unités modernes comme le Centre national des opérations d'urgence sont à l'avant-garde de l'utilisation des systèmes logistiques et de communication permettant d'analyser en urgence les drames et de disposer des informations fiables.
Il faut donc rendre les utilisateurs de ces centres plus performants en leur donnant des outils pour une meilleure appropriation du traitement des images satellitaires. Dans la suite du journal, le coup de filet du sous-préfet de Douala 2e ce mardi. Des individus rappelés à l'ordre à plusieurs reprises ont ainsi été pris en flagrant délit ce mardi, flagrant délit de vente illicite de terrain au lieu dit New Belbassa à Douala. Voici le récit sur cette scène de Napoléon Bonaparte Besson à Douala. Ici étaient implantés plusieurs bureaux des administrations camerounaises. Quartier New Belbassa, bloc 8. Un site rebaptisé Cantezef, téléphone sans fil. Un domaine privé de l'État, illicitement occupé depuis longtemps par ces spectateurs presque vent debout. Seulement, elles ont usé et abusé de l'exploitation jusqu'à ce mardi. L'État a donc alloué cela à certaines administrations. La CRTV, on appelle ça TZF Bassa. De l'autre partie a été alloué pour la construction du CS bilingue de Nubel. On m'a signalé qu'il y avait des constructions. Effectivement, j'ai trouvé des individus qui construisaient et j'ai procédé à leur interpellation pour qu'une enquête soit ouverte. Près de 40 années de tolérance administrative, en dépit des mises en demeure incessantes. Les décisions de justice sont tombées, mais les constructions ont continué à fleurir telles des champignons. Le tout sous le regard inquiet de la CRTV, dont les bâtiments sont envahis et menacés par les riverains. Depuis que je suis arrivé ici, moi je fonctionne avec le chef de bloc. Et quand il y a un problème de dessin, j'informe d'abord le chef. Même Bombo Salifou, le chef de bloc, n'a que ses yeux pour pleurer. Vu que son autorité est permanemment bafouée, son avis ne compte pas, disent les populations. En santé, voici les résolutions du Parlement panafricain au terme de la conférence internationale de Brazzaville sur le financement de la lutte contre le VIH-Sida et les autres urgences de santé. Députés et sénateurs du continent appellent à une diversification des sources budgétaires au-delà des sources financières gouvernementales. Retrouvons pour les explications à Brazzaville l'envoyé spécial, la CRTV. L'appel de Brazzaville invite à se presser pour trouver de nouvelles sources de financement en faveur de la santé en Afrique. En présence des ministres de la Santé et des Finances de différents pays, les parlementaires du continent ont proposé plusieurs pistes. De l'augmentation des investissements nationaux dans la santé en fonction de la croissance économique et du budget de l'État en suivant les progrès accomplis par rapport aux indicateurs référencés dans le tableau de bord de l'Afrique sur les financements nationaux pour la santé développés par l'Union africaine. Les différents gouvernements sont donc appelés à réaménager leurs dispositions fiscales et budgétaires habituelles pour consacrer enfin 15% de ces ressources à la santé, tel que promis par les chefs d'État du continent en 2001, il y a bientôt 20 ans, à Abuja. Il faudra qu'on dépasse le seuil des discours. C'est pour ça que je pense que les nouvelles sources alternatives de financement doivent être trouvées. Je pense qu'il faut qu'on passe à l'action et qu'on laisse les discours. L'appel de Brazzaville retentit ainsi dans un contexte où les organisations internationales perçoivent la menace d'une baisse drastique des financements habituels. Nous sentons que le bailleur de fonds veut être encouragé par l'investissement des pays africains eux-mêmes. Alors, quittant le Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville au Congo, députés et sénateurs du continent se promettent de peser un peu plus sur les choix budgétaires dès les prochaines sessions dans leurs pays respectifs. Le président de l'Assemblée nationale sur le terrain dans la région de l'extrême nord pour soulager les souffrances des populations de Tokombéré. Kavaye Djibril distribuait ainsi hier lundi des denrées alimentaires, du mil et du haricot blanc à ces foyers pour une valeur estimée à quelques 20 millions de francs CFA. Une tradition saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Retrouvons pour les images et ses appréciations Alexis Guidjartoin sur place. Le geste dure depuis plus de 20 ans et chaque année, le président de l'Assemblée nationale gratifie ses frères et sœurs des denrées alimentaires. Cette année, la tradition a été respectée. Quelques 120 000 tonnes de mil et du haricot blanc, estimés à plus de 20 millions de francs CFA, ont été distribués. Des denrées alimentaires de base qui arrivent à point nommé
et qui ont rencontré l'assentiment des bénéficiaires. Chaque année, au début du mois de juillet, août, il nous ravitaille en alimentation. Grâce à lui, nous vivons en paix dans l'arrondissement de Tokombéré. C'est un grand merci pour lui. Les vieilles mamans, celles qui pouvaient avoir à être allées en Bariama pour trouver un peu de l'argent, acheter le miel avec, acheter le poisson. Pour les responsables de Tokombéré, c'est un geste de cœur qui traduit l'amour paternel du donateur. Ce geste représente vraiment son souci de paix, son souci des responsables pour le bien-être des populations de Tokombéré. Rendez-vous est donc pris en juillet et août 2020 pour la 22e édition qui, au dire des organisateurs, va respecter les mêmes principes. En culture, voici la toute première conférence internationale Fabien Ebousi Boulaga. L'événement se tient depuis ce mardi à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ici à Yaoundé. Le thème insécurité et précarité en Afrique, une initiative conjointe de l'Institut Muntu et de l'ESTIC qui va rassembler pendant 5 jours une trentaine d'intellectuels venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Tous vont évoquer la problématique de l'insécurité et de la précarité, adossée donc à cette pensée philosophique éternelle du professeur Fabien Ebousi Boulaga. Nous faisons le point de ces échanges avec Christian Batchegane. Des intellectuels venus d'Afrique réfléchissent et intelligent la lancinante question de l'insécurité et de la précarité en Afrique, adossée sur la pensée philosophique du professeur Fabien Ebousi Boulaga de regretter mémoire. Cet entrepreneur de la pensée qui a tracé un sillon lumineux dans l'économie des savoirs en Afrique. C'est une conférence internationale qui rassemble près d'une trentaine de chercheurs venant de plusieurs pays dans le monde, notamment le Canada, les États-Unis, le Cameroun évidemment, le Gabon, le Congo et la France. Pendant 5 jours, ces intellectuels aux sensibilités épistémologiques plurielles vont auditer et questionner l'Afrique, fragilisée par des conflits ouverts ou latents, qui font le lit de la précarité sociale et politique du continent. Cette conférence intellectuelle, la première du genre, aborde en masterclass des problématiques aussi variées que la communication de crise, la liberté intellectuelle, l'insécurité écologique ou les raisons sécuritaires, dans une Afrique en proie à de sérieux problèmes d'insécurité. Le travail d'Ebousi Boulaga, je pourrais parler philosophie qui analyse les conditions de possibilité d'une autonomie pour le sujet africain dans le monde où il vit. Dans ses écrits politiques, Ebousi Boulaga a énormément analysé la question de l'insécurité et de la précarité. Cette conférence, la première domiciliée au Cameroun, est abritée par l'Université de Yaoundé 2 comme laboratoire de la pensée africaine, ce que professeur Ebousi Boulaga appelle la topique. Il y avait également réflexion et colloque ce mardi au festival Écran Noir ouvert depuis ce week-end, samedi. Les cinéastes rassemblés à Yaoundé exploraient la mémoire, la contemporanéité et l'avenir de la création cinématographique en Afrique. Barbara Pajama, notre reporter, raconte ici ce premier jour du colloque. Puiser dans l'histoire et la mémoire de l'Afrique pour parfaire son cinéma. 17 critiques et une vingtaine de participants ont discuté sur cette thématique, exposée par le cinéaste marocain Cherki Hammer. Il est ressorti que l'industrie du cinéma africain est capable de rapporter plus de recettes à un pays que celle de l'automobile. Ils ont tous pesé leurs mots sur les problèmes qui cryptent le cinéma d'ici. Nous avons un petit problème de professionnalisme. Nos acteurs ne sont pas formés. Nous n'avons pas cette patience d'attendre la maturité dans la maîtrise de la profession. Former les acteurs, former tous les techniciens. Le cinéma ou même la culture africaine en général a besoin d'être désenclavée. Il s'agit de produire et de consommer local d'abord. De jeunes réalisateurs camerounais participent justement à ces séances pour apprendre des erreurs des aînés. Ils vont sûrement nous ouvrir les voies pour que nous aussi nous puissions apporter de notre empreinte dans le monde du cinéma. Nous sommes des jeunes réalisateurs et maintenant on espère qu'avec ce colloque nous allons pouvoir justement non seulement apprendre mais également avoir des promesses d'avenir pour un cinéma meilleur. À travers ce colloque, le festival Écran Noir mène son combat pour la compétitivité des productions africaines.
Au Festival culturel des peuples et quand on est déjà sur la dernière ligne droite là-bas à Mbam dans la région du Sud. L'offensive de charme se multiplie à 4 jours de la fin de l'événement. Chaque pays propose une palette d'opportunités aux joueurs d'Unvet, tous encouragés sur le site par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voici un acteur là-bas plutôt atypique. Allons découvrir les œuvres proposées par Robert Evina dans un portrait brossé par l'envoyé spécial à Mbam, Télésphore Mbabizo. Les oubliés du festival ont du charme. L'artisan inscrit ses outils dans l'innovation. L'instrument en fer a 2 fonctions, selon des besoins liés au travail de la terre. Il s'agit d'abord d'une houe. Une houe à manche droit. C'est parce que le manche plié là, c'est beaucoup plus difficile. L'outil agricole désigne également une pelle. Il suffit de déclencher les mécanismes prévus pour la déployer dans le sens de la longueur. J'ai trouvé bon de fabriquer les pelles houe. Le moment que vous voulez utiliser la pelle, vous utilisez la pelle. Et le moment que vous voulez utiliser la houe, vous pouvez utiliser la houe. S'il faut rallonger le système de manche, que ça soit un peu long, vous rallongez à travers des secrets de vanne, vous allez rallonger votre pelle. L'instrument présente encore quelques limites. La mécanique demande encore d'être huilée. L'envergure de la pelle reste minimale. Au-delà de cette critique sommaire, il est question de respecter le génie. Il a besoin de l'appui du festival pour améliorer et industrialiser son offre. La preuve, même le chasse-mouche est d'actualité. Je vais les brancher. Ça détecte les faux billets. Le manche provient de la récupération des dispositifs électriques usés. L'artisan l'a façonné des fibres de palme de cocotier pour des besoins de résistance. Les fibres du cocotier, c'est beaucoup plus bon pour la résistance et pour même du luxe. Le chasse-mouche a fonction de lampe torche dans l'obscurité. En journée, c'est un coup de balai contre la saleté, quand ce n'est pas le plus souvent un insecticide équant. Festival à vivre sur place à Mbam jusqu'à la fin de la semaine. Les fils et filles Mvognamien de la Léquier, eux, sont appelés à promouvoir la solidarité et les valeurs culturelles de leur communauté. Le président national de cette association, le professeur Tounamama, mobilisait ainsi les troupes ce dernier week-end à Monabo, dans l'arrondissement de Monatélé. François Bakary de CRTV Centre raconte. C'est la sirène du réveil qui a retenti sur le ciel de Monabo, lieu qui a d'ailleurs vu naître l'association des Mvognamien, Betundwa, Onandwa. Pour sa relance après des années d'hibernation, le président national s'est voulu constant. L'association doit vivre par ses membres, l'union faisant la force. Chacun doit mettre la main à la pâte. L'association, c'est pas pour les élites, c'est pas pour les ministres. C'est pour tout le monde. Pour permettre à la vieille dame de redémarrer, le stade de la localité a été béni. Il était question d'exorciser les démons de la peur panique qui s'est emparée du village suite à un accident qui a coûté la vie à une vingtaine de jeunes de Monabo de retour triomphal de Monatélé au terme de la Champions League qu'ils ont remportée en 2003. Pour aider les jeunes à vaincre la peur, du matériel et d'autres primes leur ont été remis. Il est important que nous restions solidaires. Nous sommes en politique, mais laissez-moi vous dire quand même que lorsque il y a des événements importants, nous savons nous regrouper et avoir des positions communes. Et ce genre de message ne peut prospérer que s'il y a une fréquence dans les rencontres entre nous. En tout début de la rencontre familiale, une messe d'action de grâce a été dite. L'officiant principal du jour, le curé Joseph Nga, a salué le dynamisme du clan Mvognamien et les a appelés à plus de foi. Les innovations à la SCB Cameroun, à Tijari Wafa Bank, voici l'agence privée Platinum qui plante ses quartiers à Bonanjo, à Douala. Plus fonctionnelle, plus accueillante et plus digitale, nous dit-on, elle s'impose comme une véritable vitrine de la SCB Cameroun. Présentation de ce nouvel espace bancaire avec Sadou Mamoutou à Douala.
Bonanjo, quartier administratif de la métropole économique du Cameroun. C'est ici que la SCB a inauguré sa nouvelle agence privée Platinum. Ce jeudi 11 juillet 2019, plus d'une centaine de clients et personnalités répondaient présentes à l'invitation des dirigeants de la banque. Nous en attendons plus de financement en faveur du secteur des PME. Beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, que nous voyons cette nouvelle agence qui est dédiée aux entrepreneurs ouvertes. Depuis 2011, la société camerounaise de banque affiche sa volonté d'être connue comme l'alternative bancaire de qualité auprès de sa prestigieuse clientèle. Une agence qui va être dédiée exclusivement à notre clientèle privilège, proposer une offre packagée en matière de prévoyance et mettre à la disposition de notre clientèle prestige des services de très haute gamme. Des solutions innovantes, des réponses sur mesure à des besoins spécifiques. Filiale du groupe Attijari Wafa Bank, SCB Cameroun, c'est 55 agences de par le pays, dont 17 à Douala. La vocation de la SCB, c'est de vocaliser davantage la population camerounaise et donc le Cameroun et de participer au développement économique et social du pays. Ici, il y a un accueil personnalisé, mais aussi une offre personnalisée, des produits personnalisés qui répondent spécifiquement à la demande de chaque client. Au rang des autres priorités que s'est fixée la SCB, la participation au financement des projets structurants, faisant donc de la SCB un partenaire stratégique de l'État du Cameroun. Cette inauguration de l'agence privée Platinum témoigne de la volonté de SCB de s'implanter durablement au Cameroun. Ce développement de proximité et facilitation d'accès au crédit et financement aux PME et PMI font de SCB l'alternative bancaire au Cameroun. Bientôt la fin de ce journal. Pour l'essentiel, l'actualité du jour, on retiendra que ce sera sans Clarence Seedorf. L'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun était limogé ce mardi par la Fédération camerounaise de football en accord avec le ministère des Sports pour résultats insuffisants à la CAN 2019. Ce sera désormais plus cohérent au sein des cellules de communication. Les chevilles ouvrières de la communication gouvernementale découvraient la nouvelle vision du ministre René Emmanuel Sadi au cours d'un atelier ce mardi à Yaoundé. Ce sera avec la contribution de tous les acteurs concernés. Les conditions pour l'élaboration du budget 2020 sont expliquées cette semaine à la chaîne du processus par le ministre des Finances. La fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Martine Noël Ndengue, Auguste Angononga et Stéphane Zembomon. D'autres informations sur cette antenne, ce sera pour vous le minuit avec Dieudonné Zra et Elvis Teke. Je vous quitte à présent sur ces bons moments de dégustation au festival Mvetoyen en cours à Mbam dans la région du Sud. En vous disant bon appétit si vous êtes à table. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.
CRTV News, ici, toute l'info.